Bonjour à tous et merci beaucoup de nous rejoindre pour ce webinaire retour d'expérience comment Michelin a intégré la preuve blockchain à sa stratégie IP. Alors aujourd'hui, je suis super content et on a la chance d'avoir Séverine Brojard, Contract IP Manager du groupe Michelin, membre de la FGE, mais également au board du LES France. Alors quand Séverine nous a contacté en 2022 chez Blockchain Your IP, on était super contents. Déjà, parce que on était déjà un petit peu présent dans le secteur de la mode et du luxe avec des cas d'usage de droits d'auteur. On n'avait pas encore de clients industriels comme Michelin et c'était l'occasion pour nous de découvrir plein de sujets passionnants de secrets d'affaires, d'avant-brevet et de savoir-faire. Et puis surtout, parce que Michelin est réputé pour utiliser l'API comme un levier au service de sa croissance. Ils sont et ont été précurseurs en matière de secret d'affaires, mais Séverine nous faisait également remarquer qu'ils ont un des plus beaux portefeuille de brevets de France. Donc voilà. Séverine, elle avait un objectif ambitieux qui était de dater les développements informatiques du groupe Michelin. Et pour vous donner un petit peu un ordre d'idée, c'est des centaines de projets en parallèle qui peuvent évoluer tous les jours. Donc évidemment, demander aux développeurs de transmettre au département juridique leur code sur une clé USB, c'est pas une option, sauf à vouloir les dégoûter définitivement de la propriété intellectuelle. Donc on s'est rendu compte que ce qu'on faisait pourrait pas fonctionner et qu'il allait falloir automatiser. Et c'est grâce à Séverine et à ses équipes qu'on a conçu l'IP Tower, notre solution de datation automatique du code. Donc un grand merci Séverine d'avoir accepté mon invitation. Je vais te laisser te présenter et puis peut-être on va pouvoir rentrer tous les deux dans le vif du sujet pour cette présentation. Oui. Bonjour à toutes et à tous. William a un petit peu exagéré sur le plus haut portefeuille de brevets de France, mais effectivement, on a un portefeuille assez significatif de 11 000 brevets. Donc, moi, j'ai rejoint Michelin il y a 9 ans au département propriété intellectuelle. Et aujourd'hui, je suis en charge d'une équipe qui intervient principalement sur les contrats propriété intellectuelle. Et du coup, on s'est posé pas mal de questions sur finalement l'horodatage. Et c'est pour ça qu'on a contacté Blockchain Your IP. Je vous reviendrai sur la genèse du projet chez nous, sur le retour d'expérience. Mais pour introduire, on ne pouvait pas vraiment faire l'impasse sur dire quelques mots sur Michelin. Et du coup, en introduction, je vais vous repartager quelques éléments de contexte sur Michelin, sur sa stratégie et quelques chiffres clés sur la recherche et développement. Du coup, par rapport à Michelin, ce que souhaite Michelin, c'est construire un manufacturier leader mondial des composites expériences qui transforment votre quotidien. Donc, on est sur une entreprise qui a plus de 130 ans d'innovation dans la science des matériaux. Donc, bien sûr, on est connu pour les pneus, mais du coup, pas que, parce qu'aujourd'hui, on développe un certain nombre d'applications dans différents secteurs, mobilité, construction, aéronautique, énergie bas carbone et aussi la santé. Et puis, on a toute une partie d'activité sur la gestion des flottes professionnelles et aussi, plus connue, la partie guide Michelin, et sur laquelle ces deux activités-là sont porteuses en fait de développement, on va dire, informatique ou logiciel, et d'où la question de comment on protège ces développements informatiques. Pour ce qui concerne l'innovation, c'était juste pour vous, voilà, c'est un clin d'œil pour vous repartager tout ce chemin-là. On est parti en fait d'une première invention qui était un pneu démontable, donc en 1891. En 1900, le premier guide Michelin. Et puis, au fil des années, il y a eu plusieurs innovations qui ont changé la donne, notamment sur le pneu. On avait mis au point vraiment une technologie révolutionnaire
avec le pneu radial. Donc ça, c'était voilà, 1946. Et puis, on a continué à développer avec des projets plus récents sur le développement des résines biosourcées, sur le projet roue lunaire pour la NASA. Et puis, on est aussi innovant en matière on va dire, d'innovation sociale avec les communications qu'on a pu faire sur Salaire Décent, qui sont un peu moins liées à la propriété intellectuelle, mais ça fait partie de notre chemin d'innovation. Et cette dernière diapo pour rappeler que la force de Michelin, c'est l'innovation. Et du coup, on a 9 centres de R&D dans le monde entier, avec un centre très important en France, en Auvergne. On dépose à peu près 269 brevets, enfin 250 brevets par an, je veux dire, en moyenne. Et aujourd'hui, on a un portefeuille de 11 000 brevets actifs dans le monde. Et la R&D de Michelin représente à peu près 6 000 personnes dans ces équipes. Donc voilà, je vais passer la parole à William pour rentrer dans le détail du fonctionnement de la preuve blockchain. Après vous avoir parlé donc dans cette dernière diapo de l'open innovation, Michelin s'appuie vraiment sur toutes les expertises, y compris à l'externe. Donc on développe un certain nombre de partenariats de recherche et développement. Et on a aussi un incubateur interne qui vise à amener au marché différents projets d'innovation. Et dans ce cadre-là, on a aussi finalement des questions sur la datation des développements. Et je passe la parole à William. Ok, moi, ce que je retiens de cette introduction, c'est que je suis quand même très fier que les pneus de Michelin soient d'abord dans la blockchain avant d'aller sur la Lune. Et merci beaucoup, Séverine. Je vais vous présenter un petit peu le fonctionnement rapidement technique de la preuve blockchain. Qu'est-ce qu'on fait et comment on peut horodater les innovations de Michelin. Juste avant ça, je voulais vous redire que si vous voulez, vous pouvez poser vos questions dans le chat. On a prévu un petit temps de questions-réponses à la fin. Donc, si vous avez des questions pour Séverine ou des questions sur le fonctionnement de la preuve blockchain, n'hésitez pas à les mettre dès maintenant et on les prendra dans l'ordre chronologique à la fin de la présentation. Donc, le fonctionnement de la preuve blockchain. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la blockchain? Il faut savoir que la blockchain, c'est une base de données un petit peu particulière. Pourquoi est-ce qu'elle est particulière? Parce qu'elle n'est pas comme un tableur Excel ou un Google Sheet, pour ceux qui préfèrent la suite Google, où les informations, elles seraient ligne par ligne, les unes après les autres, de la plus ancienne à la plus récente. La blockchain, c'est une base de données où les informations, elles sont regroupées dans des petits packages qu'on appelle des blocs. En fait, on fait des packages d'un ensemble de transactions qui ont été diffusées sur le réseau, sur un laps de temps donné. Par exemple, dans le cas de Bitcoin, on va regrouper les transactions sur une plage de 10 minutes et les lier de la plus ancienne à la plus récente. La première particularité de la blockchain et sa première sécurité, c'est qu'à chaque fois qu'on crée un nouveau bloc, en fait, la première chose qu'on va inclure dans ce bloc, c'est une sorte d'empreinte digitale, une empreinte numérique, on appelle ça un hash, un SHA-256 pour être plus précis, de l'intégralité du bloc précédent. Et du coup, par exemple, dans le bloc 47, on met une empreinte du bloc 46, et dans le bloc 48, on va mettre une empreinte du bloc 47. Dans le calcul de l'empreinte du bloc 47, il y a évidemment l'empreinte du bloc 46 qui rentre en jeu, ce qui fait que la blockchain est liée cryptographiquement, et que si, par exemple, on modifie la transaction 93, nécessairement l'empreinte du bloc 46 ne matche plus avec ce qui est écrit dans le bloc 47, et donc il faut tout réécrire en cascade pour camoufler le méfait et la modification. C'est ce qu'on appelle une base de données à contrôle cryptographique. Alors évidemment, si cette base de données, je la mets sur une clé USB et que je la stocke sous mon lit, ça n'a pas beaucoup de valeur parce que je peux venir la modifier discrètement pendant la nuit et personne n'en sera jamais au courant. Ce qui est fort avec les blockchains publiques et notamment avec Bitcoin, c'est qu'il n'y a pas une copie, mais il y a 50 000
copies partout dans le monde qui sont hébergées par des personnes qui ont un intérêt économique dans Bitcoin ou juste une sympathie envers le réseau. Par exemple, chez Blockchain IP, on a notre propre nœud, notre propre copie intégrale de Bitcoin qu'on compare avec les autres en continu. Comment est-ce que ça fonctionne pour horodater maintenant des fichiers et quel rapport avec Bitcoin? En fait, c'est très simple. Pour horodater des documents, ce qu'on va faire, c'est qu'on va inscrire une empreinte numérique, une empreinte digitale du document dans la blockchain via une transaction financière, une micro-transaction financière. En fait, quand on envoie des bitcoins, on a la possibilité d'ajouter un petit mot. Par exemple, si Séverine m'avance le café, je peux lui renvoyer 2 € et dire merci pour le café, Séverine. On a à peu près la place d'un tweet, quoi. On pourrait mettre la même chose sur Twitter. Et nous, à la place d'écrire merci pour le café dans la transaction en petit message attaché à la transaction, et on inscrit l'empreinte numérique du fichier. Donc là, je vous ai mis l'empreinte de la Joconde, par exemple, qui commence par 11 D7 AA D7. Et cette empreinte, elle va être répliquée en fait sur les 50 000 copies de la blockchain partout dans le monde et timestampée à la date du bloc dans laquelle elle a été insérée. Ici, le bloc 49. Alors, il y a quelque chose avec lequel il faut être extrêmement vigilant, c'est l'altération du document. Parce que pour un fichier donné, il n'existe qu'un hash unique. Et si on modifie ne serait-ce que de 1 pixel, le hash, il est radicalement différent. L'empreinte, elle change complètement. Il n'y a pas de corrélation possible. Ça change pas un peu, ça change du tout au tout. Là, par exemple, on a fait le test avec une image de la Joconde qu'on a horodatée. Et ça fait 11 D7 AAD comme dans l'exemple précédent. Et si on modifie qu'un tout petit pixel blanc dans le coin supérieur droit, vous voyez qu'il n'y a plus aucun chiffre en commun. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on horodate quelque chose dans la blockchain mais qu'on perd le document ou qu'on modifie le document par erreur ou qu'on n'en garde pas une copie sur un serveur sécurisé, la preuve, elle devient complètement inutile et on ne peut pas l'exploiter. Voilà. J'ai réactivé mon micro. Apparemment, il y a un écho quand on parle tous les deux, William. Je sais pas pourquoi, mais... Je coupe alors, je te laisse le micro. Ouais, du coup, pour ce projet d'Eurodata chez Michelin, en fait, donc on a commencé à rechercher une solution il y a quelques années et on cherchait une solution qui permette de préserver en fait la confidentialité, en tout cas la protection de nos fichiers. C'est-à-dire qu'on souhaitait que ce qui serait horodaté ne sorte pas de chez Michelin pour des raisons de sécurité informatique et de préserver la confidentialité des fichiers. Et au départ, on était parti sur l'idée d'utiliser WIPOproof, qui était une solution développée par l'OMPI. L'OMPI a décidé d'arrêter en fait le développement de cette solution et du coup, on a recherché une solution. Et c'est là où j'ai contacté William en disant, ça pourrait être intéressant d'utiliser un horodatage via blockchain, sachant que notre préoccupation au départ principale était d'horodater des développements logiciels. En tout cas, de trouver une solution pour horodater des développements logiciels sans faire sortir les fichiers de chez Michelin, sans créer une charge supplémentaire d'administration auprès des équipes propriété intellectuelle. Et on cherchait aussi quelque chose d'automatisé et une preuve qui serait reconnue à l'international. Donc on avait tous ces, on va dire toutes ces demandes-là et c'est ce qui nous a finalement mis en contact. Donc, on s'était focalisé sur les développements logiciels et en fait, on a étendu l'utilisation en fait de cet horodatage aussi finalement pour horodater tout autre élément. Donc et on a simplifié du coup l'horodatage
de l'ensemble des créations et on va dire innovation au sens déclaration, d'invention, design, etc. On utilisait avant les enveloppes solo. Et bon, le dépôt physique des enveloppes solo, bon, d'une part, l'INPI a annoncé qu'ils arrêtaient les enveloppes solo, donc et conserver que l'AI solo qui, pour nous, posait des problématiques de faire sortir les fichiers de chez Michelin. Du coup, en tout cas, la solution Blockchain Your IP répondait totalement à notre besoin par rapport à ça. C'est une solution qui était ergonomique, simple, qu'on a pu installer finalement sur nos ordinateurs pour faire des dépôts très rapides. Et par rapport à une enveloppe solo classique, je veux dire, on est passé d'une trentaine de minutes de préparation à 5 minutes. Donc, c'était vraiment un gain de temps pour nos équipes. On a du coup, grâce à William, Blockchain Your IP, automatisé la datation des logiciels avec l'IP Tower de Blockchain Your IP. Dans ce qui, bon, du coup, nous a vraiment facilité la vie et permis de mettre en place cet horodatage sans avoir de clé USB, de devoir déposer des fichiers en dehors de Michelin. Je ne sais pas si tu veux dire quelques mots sur le fonctionnement de l'IP Tower, William. Oui, complètement. En fait, la vraie problématique qu'on avait, évidemment, c'est que on voulait pas nous héberger les fichiers de Michelin, ni même qui transitent par nos serveurs. Déjà parce que ça n'aurait pas été conforme à Michelin, qui a des contraintes de sécurité très strictes. Je peux en témoigner pour avoir passé les audits. Et aussi parce que même on n'est pas légitime à le faire. Nous, on est une petite équipe de 5 personnes et chez Michelin, ils ont plein de gens à la sécurité, donc ils sont mieux placés pour assurer la sécurité de leurs propres documents. Donc l'idée, en fait, c'est qu'on a des logiciels qui s'installent entièrement chez eux et qui va se brancher à ce qu'on appelle les repos Zitory des développeurs, Git, GitHub, GitLab, si ça part à certaines personnes qui sont plus techniques ici. C'est un petit peu comme le mode révision Word, en fait. Les développeurs, ils ont des outils qui leur permettent de collaborer, d'ajouter un bouton rouge, etc., de modifier le texte. C'est un outil collaboratif pour développeurs. Et donc, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui fait une modification, en fonction du type de modification, par exemple, si c'est une modification qui va être publiée en live, et ben on va faire un zip de tout le code, donc de tous les fichiers de code. Et ce zip, on va calculer une empreinte numérique du document qui, du coup, est inscrit dans la blockchain. Et ensuite, on fait une copie du zip qui contient le code et du certificat blockchain associé sur les serveurs de Michelin. Et ce qui est cool aussi là-dedans, c'est que du coup, Michelin, ils sont complètement indépendants parce que dans la mesure où c'est basé sur une blockchain publique qui est Bitcoin et qui est open source, même si Blockchain Your IP venait à faire faillite demain, ce que je ne souhaite pas, et ils sont indépendants à 100%, ils peuvent quand même exploiter leurs preuves. Donc en fait, ils n'ont plus besoin de nous pour exploiter la preuve à partir du moment où elle a été faite, quoi. Donc on est en automatisation 100%. Et voilà. Alors je dirais que ce à quoi il faut faire attention peut-être, c'est que du coup, il faut bien choisir ce qu'on va horodater parce qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et donc si on horodate tout, on se retrouve avec un flot de preuves incommensurables. Et je sais que chez Michelin, par exemple, ils ont mis que certaines versions qui sont horodatées, donc les versions majeures, ce qui permet d'avoir un volume raisonnable, quoi. Oui, du coup, la diapositive suivante explique en fait le fonctionnement par rapport à Blockchain Your IP. Et on est vraiment sur l'utilisateur, c'est-à-dire soit le département de propriété intellectuelle pour, on va dire, les horodatages des déclarations d'invention, des designs ou autres éléments qu'on voudra horodater. Donc, on a une application. Et en fait, les fichiers vont rester en local et c'est une empreinte en fait qui va partir sur les serveurs de Blockchain Your IP qui ensuite va utiliser en fait
je veux dire, tu me corriges, William, si j'ai un arbre de Merkle pour procéder à un ancrage dans la blockchain je crois que c'est approximativement toutes les 6 heures. Et suite à cet ancrage-là, il y a un certificat qui est généré d'ancrage et qui revient en fait dans le dossier chez Michelin. Donc ça nous permet de préserver la confidentialité des fichiers et de pas avoir en fait un risque, on va dire, au moment d'un transfert de fichiers via le réseau. Et alors, comme je vous disais juste avant, en fait, c'est un ancrage qui se fait. Blockchain Your IP ancre l'ensemble des preuves qu'ils reçoivent, c'est-à-dire toutes les empreintes, toutes les 6 heures. Donc, c'est une sorte d'arbre de Merkle, ce qui fait que on ne va pas ancrer preuve par preuve dans la blockchain, ce qui répond quand même à un objectif planète de pas quelque part être plus consommateur que ça en matière d'énergie. Si tu veux expliquer. Non, mais c'est super pointu. Je ne m'attendais pas à ce que tu parles des arbres de Merkle. En fait, on fait des armes cryptographiques pour mutualiser le coût financier de routage de la blockchain, parce qu'il faut payer des frais de transaction et puis l'empreinte carbone. En gros, comment est-ce que ça se passe? Au lieu de faire une transaction dans la blockchain pour chaque document, comme Séverine a expliqué, on regroupe tous les documents de nos clients sur une plage de 6 heures dans un arbre cryptographique qui s'appelle un arbre de Merkle, et on met tout d'un seul coup, quoi. Ce qui fait que, en fait, plus on fait de preuves, moins ça coûte cher et moins ça consomme d'énergie rapportée à la preuve. Par exemple, avec 10 000 documents dans une transaction Bitcoin, on est à 10 Watt-heures, là où par exemple envoyer un courrier avec pièce jointe, c'est 2,5 fois ça, et donc voilà. Aujourd'hui, on n'est pas encore à 10 000 documents dans une transaction, mais on est à peu près à l'équivalent de 2-3 photos publiées sur Instagram pour une preuve blockchain. Et avec avec l'adoption en fait de la blockchain, c'est des chiffres qui sont amenés évidemment à baisser, quoi. Ça, c'est quand même un point important parce que souvent la blockchain est décriée pour la consommation énergétique, mais du coup, avec la solution qui a été mise en place par Blockchain Your IP, on reste sur des aspects consommation d'énergie très, très raisonnables à notre avis. Donc, quand utiliser l'horodatage? Donc, en fait, l'horodatage, c'est juste avoir une date certaine et ça apporte, on va dire, en tout cas, une protection de propriété intellectuelle forcément limitée. Mais dans les premiers stades de conception, d'idées, ça reste un élément important pour dater en fait ce qui ne fait pas l'objet d'un dépôt. C'est aussi d'un point de vue financier moins coûteux que de déposer un brevet. Et ça permet d'avoir une bonne une bonne documentation du processus de création, d'avoir tout le fil de la création sur les différents scénarios pour ensuite arriver au dépôt de design, de brevet ou de marque, où là on n'est plus sur un monopole d'exploitation avec ce qui va définitivement être mis sur le marché. Par rapport au cas d'usage Michelin, en fait, on a vraiment 2 cas d'usage. Un premier qui est sur l'horodatage et déclaration d'invention, d'éléments de savoir-faire. Par exemple, on peut horodater des process books qui vont être des informations sensibles sur lesquelles on va rechercher à préserver des droits de possession personnelle antérieurs, et puis aussi protéger nos droits pendant les négociations
au titre en fait des connaissances antérieures, background en anglais. C'est-à-dire qu'on va horodater pour pouvoir après apporter la preuve que ces éléments-là étaient déjà développés par Michelin. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait aujourd'hui dans le cadre de négociations avant la mise en place d'accords de confidentialité, s'il y a des éléments qu'on veut préserver en matière de date certaine ou lors de la négociation de partenariat de recherche et développement. Ça, c'est vraiment le premier cas. Et il y a une deuxième partie qui est l'horodatage des designs et des logiciels, où là, on est sur des éléments protégeables par droit d'auteur. Et vraiment, le point important sur les droits d'auteur, c'est d'être en capacité de prouver la date de création. Et on a du coup systématisé cet horodatage-là pour être en mesure de prouver ces dates-là. Il y a bien sûr le processus de création et puis utiliser ces eurodatages-là dans l'hypothèse de contrefaçon en défense pour apporter la preuve qu'on avait donc réalisé ces créations avec date certaine. Et alors, moi, j'ai une question, Céline, parce que tu as parlé du background IP, c'est un sujet qui m'intéresse énormément en ce moment. Est-ce que tu fais dans les consortiums une annexe avec tous les documents qui vont être transmis et ces documents tu les horodates dans la blockchain? Et est-ce que tu communiques aussi auprès des partenaires sur le fait que c'est horodaté ou c'est juste que tout est horodaté et du coup ensuite c'est des documents qui sont horodatés que tu partages? Est-ce que tu le fais avant les workshops ou comment ça se matérialise? Sur les accords de confidentialité, on ne fait pas d'annexe en particulier, donc ça ne se matérialise pas d'un point de vue contractuel. Sur les accords de tout type de collaboration, de R&D, il y a souvent une annexe qui liste les connaissances antérieures, donc dans lesquelles on peut lister des savoir-faire, des brevets qui vont être utilisés dans le cadre de la collaboration. Pour l'instant, on n'a pas indiqué les références de l'horodatage quand on fait des eurodatages, mais on pourrait parfaitement le faire. Parce que ce que je me disais, c'est que ça permettrait de délimiter précisément en fait le périmètre du document, qu'il n'y ait aucun doute dessus par rapport à juste peut-être un nom de fichier qu'on voit. Donc c'est un truc auquel on réfléchit, à faire des tableaux avec le nom des documents et leur leur empreinte numérique à côté pour avoir un périmètre qui est ultra précis et incontestable, quoi. Mais ouais. Après, au niveau de l'annexe du contrat, c'est pas indispensable, mais l'essentiel, c'est de pouvoir disposer des éléments de preuve en cas de contestation de ce qui sera dans le background, dans les connaissances antérieures, par rapport aux résultats. Parce qu'en fait, d'un point de vue contractuel, les droits sont bien différents s'il s'agit de connaissances antérieures ou de résultats. Donc, pour faire cette distinction-là, ça peut être vraiment important d'avoir les éléments de distinction. Donc, c'est un élément de preuve. Après, qu'il soit clairement affiché dans l'annexe du contrat, je pense que c'est pas indispensable. Ok. Est-ce que tu as une autre question? Pas sur cette slide, mais j'en ai pas d'autres. Donc là, c'est un exemple de preuve de datation d'invention. En fait, sur ce design-là, on avait une nouvelle architecture de pneus qui était associée du coup à un design qui est la sculpture en fait du pneu en tant que tel. Et on a horodaté l'invention en octobre donc du coup 2023. Et suite à cet horodatage, qui est l'équivalent de ce qu'on aurait fait dans une enveloppe solo avant. Maintenant, on utilise Blockchain IP pour faire ça. Et suite à cet horodatage, on a fait 2 demandes de brevet en février 2024. Ça, c'est un exemple. Dans cet exemple précis, on n'a pas horodaté le design de la sculpture. On a directement déposé un design. Mais on aurait pu parfaitement envisager de faire un horodatage avec Blockchain IP sur le design. Du coup, c'est une utilisation suivant les besoins, suivant les projets, suivant les droits qu'on doit pouvoir démontrer sur les différents éléments
innovants générés par les projets. Là, c'est pour la protection des logiciels. En fait, ce qu'on a fait, c'est que aujourd'hui, les développeurs, ils sont autonomes en fait dans l'utilisation de blockchain URIP. Et là, c'est une image de l'interface de la documentation des développeurs dans laquelle ils ont accès en fait, on va dire au mode opératoire pour pouvoir intégrer cet horodatage directement dans leur projet. Et ce qu'on leur a dit, c'est qu'en fait, l'idée, c'était pas de tout horodater, mais vraiment d'horodater tout ce qui serait potentiellement utilisé en externe, soit via des licences ou aussi en support de services SaaS. Les développements qui sont utilisés dans des partenariats externes, tout ce qui représente un savoir-faire cœur de Michelin, et les développements aussi qui ont un intérêt stratégique ou commercial pour Michelin. Donc, c'est un peu les lignes guides qu'on leur a données pour les développements logiciels. Et je vais passer la parole à William pour la reconnaissance légale de la preuve blockchain. Alors ça, juste pour revenir, c'est chouette quand même, parce que c'est une manière aussi, je pense, même de sensibiliser, tu vois, les développeurs à la propriété intellectuelle, de les rendre un petit peu acteurs du truc. Moi, je vois exemple dans la joaillerie qui est complètement différent, mais des fois, tu vois, les juristes, ils donnent directement aux designers la main, ce qui fait que ça leur permet de prendre conscience de l'importance de la propriété intellectuelle et de la pratiquer régulièrement. Donc, je trouve ça cool de les rendre autonomes là-dessus. Après, évidemment, il faut les former pour qu'ils pensent à le faire, mais c'est vraiment c'est vraiment top d'avoir fait ça, quoi. Moi, je vais vous faire une petite présentation sur la reconnaissance de la preuve blockchain, c'est quand même important. J'imagine que Michelin veut servir de ses preuves un jour en contentieux. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui en France et dans le monde? Et puis ensuite, on passera à une session de questions-réponses avec Séverine. Alors, je vais revenir juste là-dessus rapidement, mais en principe, la preuve, évidemment, elle n'a pas besoin de reconnaissance. La protection, elle est automatique. Et je vois qu'on a beaucoup d'avocats, que je salue d'ailleurs sur le webinaire, qui entend que les professionnels du contentieux savent que la création, c'est un fait juridique et qu'ils sont habitués à prouver par tout moyen avec des faits sous indice parce que leurs clients n'ont pas toujours mis en place les bonnes pratiques. Ça peut être des factures, des vidéos YouTube, des publications sur Instagram ou sur la Wayback Machine également qui fonctionne super bien. Donc, il n'y a rien évidemment qui impose une reconnaissance. Néanmoins, on a regardé un petit peu ce qui se passait dans le monde et on a identifié quand même des pays où il y a déjà eu une reconnaissance légale ou jurisprudentielle, puis des pays qui ont un environnement, je dirais, favorable à la reconnaissance de la preuve blockchain. Les pays où il y a une reconnaissance légale ou jurisprudentielle, par exemple, c'est la Chine. La Chine, c'était les tout premiers. Comme sur l'IA, d'ailleurs, c'était les premiers à reconnaître la création assistée par IA et c'était les premiers à reconnaître la validité de la preuve blockchain. Il y a le tribunal internet de Hangzhou dans une affaire qui avait accepté une preuve blockchain. Alors, c'était un peu particulier. En fait, c'était un site qui permettait de faire des captures d'écran et de les mettre dans la blockchain pour prouver la présence de contrefaçons sur des sites e-commerce. En France, c'est un cas d'usage qui pourrait, à mon avis, pas fonctionner parce qu'il y a toute la jurisprudence sur les constats les constats d'Internet. Mais voilà, c'est la première décision qui a reconnu la preuve blockchain. Et ce qui est intéressant, c'est que c'était sur la blockchain Bitcoin. D'ailleurs, en Italie, il y a une présomption de validité de la preuve blockchain qui a été posée par la loi. Et c'est rigolo parce que du coup, c'est vrai qu'on a on a pas mal d'utilisateurs, avocats ou entreprises en Italie qui, à mon avis, du coup, sont moins frileux grâce à cette présomption de validité. En France, c'est un truc qu'on avait envisagé. Moi, j'avais rencontré à l'époque Jean-Michel Miss qui avait posé un amendement à la loi Pacte pour mettre une présomption de validité de la preuve blockchain. Finalement, ça n'avait pas été retenu parce qu'à l'époque, Bruno Le Maire, il voulait mettre le focus sur les ICO, ces levées de fonds délirantes en crypto-monnaie qui se faisaient à l'époque où c'était encore le Far West dans l'écosystème blockchain. C'est un petit peu dommage, mais en même temps, on n'en a pas vraiment besoin. Ça aurait été peut-être enfoncer une porte ouverte. Néanmoins,
très récemment, on a eu, enfin pas récemment, mais il y a quelques années, on a eu une question ministérielle un petit peu téléguidée où on est venu demander au gouvernement ce qu'il pensait de la preuve blockchain. Il a dit qu'il n'y avait pas de raison de discriminer la preuve blockchain par rapport à une autre type de preuve électronique. Et puis finalement, il a juste rappelé le principe de la liberté de la preuve. Et aux États-Unis, on a pas mal de décisions qui concernent pas directement la propriété intellectuelle, mais par exemple l'immobilier dans lequel des preuves blockchain ont pu être utilisées. Donc par parallèle, on peut imaginer que ça poserait pas non plus de problème avec la blockchain. Ce qu'il faut retenir, et ce que moi j'aime surtout dire, c'est que il n'y a pas, à ma connaissance, un seul pays ou une seule décision à faire dans laquelle une preuve blockchain elle aurait été refusée. Je pense que par principe, elle peut fonctionner partout. C'est juste que les cas de figure sont pas encore forcément présentés, ou alors c'est pas allé jusqu'au bout pour qu'on ait une décision, enfin une jurisprudence. Alors, nous, ce qu'on recommande quand même, en fait, c'est de mettre toutes les chances de son côté et d'assortir la preuve blockchain en cas de contentieux d'un constat Internet. En fait, on sait que les contrefacteurs, ils sont de mauvaise foi. Ils pourront dire, il n'y a rien qui prouve que votre preuve blockchain, elle n'est pas photoshopée. Et donc, pour éviter ça, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir un huissier de justice pour lui demander d'aller sur le vérificateur, sur un ou plusieurs vérificateurs de preuve blockchain qui d'ailleurs peuvent être indépendants de blockchain URIP, venir glisser le document d'origine et le certificat blockchain et vérifier si ça match, si le vérificateur il dit que la preuve elle est valide ou s'il dit qu'elle est invalide. Et ensuite, il fait un constat de validité ou de non-validité de preuve blockchain. Alors, on n'a rien inventé parce qu'en fait, ça se fait déjà. Ça se faisait déjà, je crois, à l'époque. Peut-être tu faisais ça, Séverine, quand tu avais des enveloppes solo papier et qu'on sait plus ce qu'il y a dedans, on pouvait les faire ouvrir par un huissier, ou même si on veut utiliser, par exemple, une capture qui aurait été prise par la Webag Machine ou par archive.is. Moi, je me souviens que quand j'étais en stage en cabinet d'avocat, j'allais chez l'huissier pour faire le constat Internet. Et donc, c'est juste en fait reprendre ces bonnes pratiques pour couper court à toute mauvaise foi. Alors, ça a souvent été mal interprété et vu un peu comme une réintermédiation de la preuve blockchain. En fait, l'astuce, c'est qu'on fait 10 000 preuves blockchain, mais qu'on va faire un constat Internet uniquement pour celles qu'on a besoin de présenter au juge. Alors, cette procédure, on a eu l'occasion de l'expérimenter plusieurs fois, et notamment très récemment, puisqu'on a obtenu, un client a obtenu une ordonnance de saisie contrefaçon sur la base d'une preuve blockchain pour une maison de mode qui avait été copiée par une boutique à Marseille. Alors, je suis extrêmement déçu parce que j'avais prévu d'annoncer sur LinkedIn la première décision reconnaissant la preuve blockchain en France. J'ai même déjà fait imprimer le certificat blockchain en grand et encadré. Et malheureusement, le contrefacteur a tellement eu peur de la preuve blockchain qu'ils ont transigé et ça s'est arrêté juste là. Mais on perd pas espoir. On a des clients notamment qui l'utilisent pour faire de l'enforcement. Et je sais qu'on a un fabricant de papier peint notamment qui a mis ses designs en grand sur son site en HD parce qu'on était très fiers. Et il est régulièrement copié. Et Alibaba accepte qu'il envoie ce certificat blockchain pour faire retirer les contrefaçons. Alors, je tiens à préciser que c'est un cas particulier parce que c'est vraiment de la contrefaçon servile. On est sur une reproduction à l'identique des papiers peints. Ce serait peut-être un petit peu plus compliqué si c'était plus de limitations. Et je perds pas espoir qu'on ait bientôt la première décision en France parce qu'on a une affaire en cours en ce moment même dans le secteur de la joaillerie. Ou peut-être, Séverine, que c'est toi qui nous fera notre première jurisprudence. J'espère pour Michelin. Oui, ça c'est à voir. C'est à voir. T'es pas partante. Non, mais si on peut régler au stade du précontentieux, c'est peut-être mieux. Bon, on a fini la présentation. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on a gardé 15-20 minutes pour poser des questions. Donc, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Et moi, j'ai aussi des questions pour toi, Sandrine, que je te poserai peut-être après. Alors, Sarah nous dit, je comprends complètement le principe de redatage, mais mis à part cela, quel est l'intérêt par rapport au fonctionnement de la blockchain à savoir créer une chaîne de blocs dans laquelle le bloc N reprend le bloc N-1?
Moi, Ok. sincèrement, je comprends pas la question, William. Donc, Moi, je crois que j'ai compris. En fait, Ah, d'accord. je me suis mal exprimé. Ce qu'on met dans le bloc n plus 1, c'est pas tout le bloc n-1, parce que sinon, évidemment, la blockchain, elle deviendrait de plus en plus énorme de manière exponentielle, et on stockerait plusieurs fois la même information, ça n'aurait aucun intérêt. En fait, c'est une empreinte digitale du bloc qui est en tout point comparable en fait à l'empreinte des fichiers que je vais vous retrouver, parce que c'est exactement le même format, donc c'est vraiment quelque chose de tout petit. C'est ça, sauf que c'est ça pas pour le fichier, c'est ça pour le bloc. Et ça permet en fait de lier cryptographiquement les blocs, parce que si jamais on modifie quelque chose, bah, toute la chaîne en aval, ça se répercute. Là où si tu as un Google Sheet et que tu modifies une ligne, et bah, tu vas pas le voir sur les lignes d'après qu'il y a une altération, quoi. Donc c'est juste une sécurité. On a Virginie qui nous dit, je dirais l'intégrité des... quel est le coût de votre solution? Ça, Alexandre, je te propose de me contacter via le formulaire. Si les autres plateformes que Alibaba acceptent la preuve par blockchain. Je ne sais pas si tu as un retour là-dessus, Séverine, ou si tu veux que je réponde. Ben, en fait, nous, sur les plateformes, on utilise plutôt nos droits enregistrés en matière de marque, parce qu'on a pas mal de contrefaçons de la marque Michelin, enfin de Michelin. Donc, à date, sur les plateformes, on utilise, pour faire des listées, on utilise plutôt nos droits enregistrés. On n'a pas encore utilisé de preuve blockchain pour ça. Donc, j'ai pas plus d'expérience là-dessus. Moi, Sylvie, j'ai pas connaissance d'autres plateformes. Peut-être qu'on a parce que évidemment, on ne sait pas tout ce que font nos clients avec leurs avocats. Je suis juste au courant de celui-là. Mais je sais que c'est un truc qui m'intéresse beaucoup. Moi, j'aimerais réfléchir à quelles sont les bonnes pratiques qu'on pourrait mettre en place. C'est par exemple que Alibaba peut avoir des exigences. Des fois, ils vont te demander de prendre en photo à ton siège social avec tes créations ou d'autres choses. Et c'est un peu pour aider nos clients à faire ça au maximum. Mais voilà. Moi, je m'étais noté quelques petites questions pour toi, Séverine, notamment une qui m'intéresse. C'est que tu as réussi quand même à faire une chaîne URIP en interne. C'est un projet de transformation digitale qui vient du juridique. Comment est-ce que quel conseil tu donnerais aux gens, même s'ils veulent lancer un CLM ou un autre outil, pour réussir un peu à embarquer les opérationnels dans le projet, quoi, et remporter l'adoption de tout le monde, quoi. En tout cas, pour le développement logiciel, ce qu'on a fait, c'est qu'on a constitué une équipe pluridisciplinaire au départ du projet, incluant en fait directement les personnes en charge des développements logiciels chez Michelin. Donc, y compris dans l'appel d'offres qu'on a fait, dans la sélection de l'outil, et donc du coup, le fait que ce soit porté par, on va dire, à terme, par l'équipe utilisatrice, ça a été très facilitateur. Et on avait aussi mis la sécurité dans le projet dès le départ. D'accord, donc Donc, tu les as impliqués en alignant un peu leurs intérêts. Et le développement, ça leur fait gagner du temps par rapport à ce qu'il aurait fallu faire, et puis la sécurité, parce qu'évidemment, ils veulent que tout reste. Et alors, autre question un peu, toujours pareil, mais comment est-ce que c'est pas un petit peu dur de sensibiliser? Pardon? Ouais, je vais rajouter quelque chose, William, c'est que aussi, en fait, ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que avant qu'on propose blockchain URIP pour horodater les logiciels, en fait, on faisait pas d'horodatage, c'est-à-dire qu'on faisait pas de dépôt des logiciels. C'est une préoccupation qui est somme toute assez récente chez Michelin, dans le sens où c'est une préoccupation qui a été liée à la digitalisation de nos activités. C'est-à-dire on est parti quand même d'une entreprise qui est toujours un manufacturier de pneumatiques, mais très ancré dans le monde industriel. Bien sûr, on avait des développements informatiques depuis longtemps, mais ça restait quand même des développements informatiques internes. Et en digitalisant nos activités, finalement, on a dû repenser qu'est-ce qu'on allait faire pour protéger ces développements logiciels, qui allaient être le support à des services
et à potentiellement des licences. Donc c'est en faisant ça qu'on est venu à l'eurodatage. Et en fait, c'était une étape qui était du coup vraiment nouvelle pour les équipes. C'est-à-dire que avant, elles avaient pas, on leur demandait pas de déposer les logiciels. Du coup, il fallait quand même trouver une solution qui soit assez, on va dire, pragmatique, facile d'utilisation pour eux et automatisée. Parce que si on était venu en leur disant, bah oui, écoutez, il faut que vous nous apportiez sur clé USB votre code et qu'on le dépose en dehors de Michelin, enfin, ça aurait été vraiment, Oui. je pense, compliqué à faire, y compris d'un point de vue budgétaire. C'est-à-dire que comme on vient avec un truc en plus, il fallait que le truc en plus, il soit quand même facile. Mm. Ouais. Et en plus, alors je sais pas si c'est le cas chez Michelin, mais moi je sais que les populations de développeurs, généralement, c'est pas les plus sensibles à la propriété intellectuelle. Ils sont peut-être même des fois un peu fâchés idéologiquement parce qu'ils sont très open source, etc. Et comment est-ce que tu fais pour les sensibiliser? Est-ce que tu as des conseils un petit peu pour la population de développeurs par rapport à d'autres qui sont peut-être Ce qui plus était en génial, ce qui était génial, c'est quand même quand on a parlé blockchain. Là, du coup, ça a attiré l'attention. Et on est Ouais. quand même le premier cas d'usage chez Michelin utilisant de la blockchain. Ok. Ah oui, Ça a été tu les as eu par le côté geek. Ouais, bah exactement, je les ai eus par le côté geek et le côté tech. Parce que du coup, ils se sont dit, ah ouais, c'est cool, on va utiliser la blockchain. Donc ouais, non, c'était ce côté-là, en fait, qui a C'est marrant. vraiment fait qu'ils ont été attirés par la solution. Ok, c'est rigolo. Il y a Clémence qui nous pose une question. Quels sont les vérificateurs de preuves utilisés par les huissiers? Et ben en fait, alors c'est une bonne question parce que nous, par exemple, on a un huissier partenaire qui a son propre vérificateur, mais en règle générale, je pense que dans un souci d'indépendance, ce qui est bien, c'est quand on fait ce constat de faire un constat sur plusieurs vérificateurs. Et nous, on a mis en place une procédure avec Jérôme Legrain. On a un épisode de podcast qui raconte ça, dans laquelle en fait il va prendre aléatoirement 3 vérificateurs d'entreprises concurrentes et vérifier sur les différents vérificateurs pour qu'évidemment il ne soit pas que à vérifier sur le vérificateur de blockchain IP des preuves blockchain IP et inversement. Et ça, je pense que c'est le plus important, quoi. Il faut que les vérificateurs ils soient intercompatibles. Nous, par exemple, notre vérificateur, il fonctionne, on l'a rendu public. Et même des personnes qui font de la traçabilité produit ou des cas d'usage qui sont complètement différents de la propriété intellectuelle, ils peuvent vérifier leurs preuves sur un vérificateur. Il y a d'autres acteurs qui font ça également inversement. Pas tous, il y en a qui gardent le truc privé. Moi, je pense que c'est dans l'intérêt de tout le monde que les vérificateurs ils soient interopérables, quoi, parce que ça renforce les preuves pour tous. Donc, les huissiers font des vérifications soit sur leur propre vérificateur, il y a des choses open source et qui peuvent être auditées, mais également sur des vérificateurs tiers qui choisissent, quoi. Voilà. Et Sarah qui me dit, j'ai bien compris, c'est l'empreinte qui est dans le bloc après. Et je comprends pas l'intérêt de faire des liens entre les blocs car vous indiquez que l'intégration d'un document était finement réfléchie, sans la modification du document intégré. En fait, Sarah, c'est ce qu'on appelle une base de données à contrôle cryptographique. C'est juste pour détecter une modification dans un bloc. En fait, si on modifie quelque chose dans un bloc, l'empreinte elle matche plus et donc automatiquement il y a des alarmes qui se mettent à sonner et on le voit parce que les blocs sont liés cryptographiquement. Mais c'est pas des empreintes des documents, c'est des empreintes des blocs, quoi. Voilà. Voilà. Moi, j'avais peut-être aussi encore une question, Séverine. C'était, oui, je sais que, alors, tu me disais que c'était moins vrai maintenant parce que vous étiez de retour en force sur les brevets, mais quand même, Michelin est réputé pour la pratique du secret. Vous classez les documents selon différents niveaux de confidentialité. Quel conseil tu donnerais à une entreprise qui n'est pas encore mature sur la gestion du secret, mais qui a envie de mettre en place des bonnes pratiques minimales, quoi? C'est quoi le framework minimum pour se lancer dans le secret d'affaires comme Michelin? Alors, on s'éloigne un tout petit peu de la preuve blockchain. Après,
le premier aspect, c'est quand même d'identifier les informations confidentielles et les secrets dans l'entreprise. Après, chez Michelin, on a une classification des données comme pas mal d'entreprises qui peuvent, suivant leur classification, être hébergées uniquement en interne, être hébergées en externe, donc avec on va dire des mesures de sécurité autour de ces informations-là. Et après, dans les échanges avec les tiers, enfin au-delà de la frontière de l'entreprise, eh bien, il faut bien penser à mettre en place des accords de confidentialité. Du coup, on peut faire bien sûr un horodatage de ces informations confidentielles avant de les transmettre. C'est un plus par rapport à la preuve de l'existence de ces informations confidentielles on va dire, dans le patrimoine de l'entreprise. Ok, donc identifier, et c'est marrant, je pense que c'est la partie la plus dure parce qu'il y a beaucoup de gens qui mettent en place cette authentification, des mesures de sécurité, mais qui prennent pas le temps d'identifier ce qui fait leur avantage compétitif, mais identifier, cloisonner en fonction de la sensibilité de l'information, donc pas tout avoir qui est dans un Google Drive, et ensuite tracer un petit peu les divulgations quoi, avec des NDA, des accords de confidentialité. Merci beaucoup. Il y a Alexandre qui nous demande si c'est adapté aux plus petites entreprises. Bah oui, également, avec, avec plaisir, on peut en discuter, Alexandre. Sylvie qui a une question intéressante. Je ne sais pas si tu veux répondre, Séverine. En fait, la blockchain en question, elle n'est pas hébergée chez Michelin. Là, ce qu'on fait via la solution blockchain UIP, c'est qu'on ancre dans une blockchain publique qui est la blockchain Bitcoin. Du coup, c'est une blockchain, c'est pas une blockchain privée. Nous, ce qu'on héberge chez nous, c'est uniquement finalement les fichiers qui ont été horodatés et les preuves de l'horodatage. Et en fait, l'horodatage du fichier se fait en local. Il y a l'empreinte qui part via blockchain UIP et qui va être horodatée dans cette blockchain Bitcoin qui est publique. Et après, on a un certificat de cet horodatage. C'est-à-dire qu'après, comme expliquait William, on peut vérifier en fait le fait que l'empreinte corresponde au fichier. Bien sûr, on conserve les fichiers sur un serveur spécifique pour pas qu'ils soient altérés. Ça nous permet potentiellement, si on en a besoin, de faire intervenir un huissier pour constater que ce fichier-là, c'est bien celui qui a été horodaté, qui a fait l'objet d'un ancrage dans la blockchain Bitcoin. Oui, je me rends compte que j'ai peut-être pas expliqué ça pendant la présentation de blockchain, mais Sylvie, si je pose mon empreinte sur la caméra, je vais pas le faire parce qu'après on ne verra plus. Et que la police scientifique elle vient pour prendre l'empreinte, ils vont pas pouvoir me reconstituer en 3D avec parce qu'il y a trop de pertes. Mais s'ils m'attrapent plus tard, ils pourront dire c'est William qui était là à ce moment-là parce qu'on a retrouvé son empreinte sur le PC. Et pour la preuve blockchain, c'est pareil. On calcule une empreinte du document, mais l'empreinte elle permet pas de remonter au document. Elle est dite non bijective, mais un seul document, une seule empreinte. Quoi. Donc on est sûr que cette empreinte elle est inscrite dans la blockchain. C'est nécessairement que le document que conserve Michelin interne, il existait à l'époque d'horodatage. En fait, ça a l'air un peu technique et farfelu tout ce qu'on fait, mais il faut savoir que la signature électronique et même l'isolo numérique ou tout ce qui est datation en fait numérique non blockchain, ça fonctionne exactement de la même manière. La seule différence, c'est que dans ce genre de solution, on utilise un serveur privé pour stocker les empreintes. Là où sur la blockchain, on les met à 50 000 endroits partout dans le monde. Ce qui fait que c'est aussi plus international by design. Voilà. Et alors moi, j'ai une dernière question peut-être pour toi, Séverine, et puis à la fin, on va arriver à la fin de notre webinaire. C'est bien de horodater du code, mais qu'est-ce qui se passe si jamais on horodate du code avec des licences contaminantes? Est-ce qu'on va pas se retrouver à prouver que le code ne nous appartient pas? Est-ce que tu as une politique en interne chez Michelin pour éviter les licences copyleft
vous assurer que vous avez bien les droits sur vos développements informatiques? Alors, on a une stratégie open source, une politique open source, et on vient vraiment de redessiner tout notre programme open source Oui. avec la constitution d'un open source programme Office. Et on communique à l'extérieur de Michelin là-dessus. Après, depuis longue date, en fait, sur la partie open source, en tout cas sur l'utilisation de composantes open source, on n'utilise pas de composants GPL, c'est-à-dire contaminants. Il n'empêche que sur le redatage, ce serait quand même pas bienvenu de redater des choses pour lesquelles on n'est pas propriétaire, donc tu as quand même une vérification de nos droits qui à un moment donné rentre en compte. Ok, donc il y a aussi une sorte de scan qui est réalisé pour détecter s'il y a des licences GPL et pour bloquer les développeurs de faire ce genre de choses. Je sais que Google aussi a une politique comme ça, no GPL. Et c'est marrant, tu vois, je t'avais dit, mais moi, c'est un truc que j'aimerais bien aussi intégrer un jour dans Blockchain Therapy. Pour l'instant, on fait juste le redatage. Mais bon, Michelin, on n'a pas besoin parce que vous avez déjà plein d'outils pour faire ça. Mais les plus petites boîtes, pour le coup, généralement, elles n'ont pas accès à ça. Et je me dis, on ne peut quand même pas laisser les gens redater du code contaminé comme ça sans les avertir, quoi. Donc, ce serait bien qu'on l'ajoute dans l'Happy Tower. C'est dans les tuyaux pour la suite. Voilà. Ouais, après, je trouve que c'est un plus, mais d'un autre côté, le jour où tu dois aller défendre tes droits, tu dois démontrer que d'une part, les développements venaient de ton entreprise, qui sont originaux, et ça, c'est vraiment un enjeu, quand même important. Il faut pas faire l'économie de démontrer l'originalité à un moment donné. Donc après, c'est d'une appréciation, je veux dire, je pense d'un tribunal à un autre, tu as des appréciations qui sont quand même parfois variables, on va dire. Mais c'est pas suffisant, la preuve en tant que telle n'est pas suffisante. Et si au final, tu as une preuve de quelque chose que tu n'as pas développé, ça peut probablement être remis en cause. Puisque tout ce qui est open source est accessible, en fait, publiquement. Oui, non, mais c'est pour ça qu'il faut faire attention parce que tu sais, aujourd'hui, on utilise de plus en plus de trucs open source parce que, dès qu'on fait un truc, ça a déjà été codé par quelqu'un d'autre. Donc, aujourd'hui, les projets, ils intègrent 500 projets open source. Donc, il y a de plus en plus de risques. Mais, ok. Eh ben, merci beaucoup, Basma. Si personne n'a de dernières questions, on va clôturer le webinaire. Je te remercie encore une fois, Séverine, c'est super gentil parce que je vous ai pas dit, mais cette présentation à la base, elle a été faite pour les équipes de Clermont-Ferrand à Michelin aussi pour les sensibiliser. Séverine, elle a gentiment accepté d'en faire une version publique avec nous. Donc merci beaucoup pour ta confiance et puis pour tes partages très intéressants. Merci Séverine. Merci. Merci à tous.